Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. À partir de demain 20 octobre 2022, le drapeau togolais flottera aux côtés de celui des 55 autres pays membres du Commonwealth. La cérémonie dite de levée de drapeau aura lieu à Londres. La portée de ce cérémonial dans ce journal. Après les recommandations prises lors de l'examen périodique universel, le 3e cycle des droits de l'homme, il est désormais temps que le Togo les mette en œuvre. Et cette mise en œuvre est rédigée depuis ce matin à Lomé. Les précisions dans ce journal. Et puis, depuis lundi se déroule le baccalauréat professionnel aquaculture, première au Togo, qui se tient à l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD et l'Avagnon. La particularité de ce nouvel examen togolais à découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les titres et nous débutons avec ce communiqué donc de presse. Le Togo Flag Raising, levée du drapeau togolais, aura lieu ce 20 octobre 2022. Demain donc, au siège du secrétariat général du Commonwealth à Marlborough House, à Londres, en Angleterre. Cette cérémonie hautement symbolique fait suite à l'adhésion de notre pays au Commonwealth le 25 juin dernier, à l'issue de la 26e réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation à Kigali, au Rwanda. Ainsi, pour la première fois en cette circonstance solennelle, le drapeau togolais flottera désormais avec ceux des 55 autres pays membres du Commonwealth des Nations. L'adhésion du Togo à cette organisation permet à notre pays de diversifier sur le plan de la diplomatie ses relations d'amitié et de coopération et d'étendre au plan économique des partenariats dans un marché extérieur élargi à plus de 2 milliards de consommateurs. Et créé en 1949 par la Déclaration de Londres, le Commonwealth est une organisation intergouvernementale engagée dans la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Et c'était donc un communiqué de la présidence de la République. Demain, 20 octobre 2022, donc une date, un événement. Ce sera donc, comme vous l'avez compris, le Togo Flag Raising, ou le lever du drapeau togolais au siège du secrétariat général du Commonwealth. Et une cérémonie hautement symbolique qui marque ainsi officiellement l'appartenance du Togo au Commonwealth après son adhésion le 25 juin dernier. La portée de cette cérémonie de levée de drapeau dans ce dossier de Ulrich Amega. Marlborough House, Londres, lieu du siège du secrétariat général du Commonwealth. Aux côtés de ces 55 drapeaux des pays membres de la plus grande organisation anglophone qui flotte ici, s'ajoutera un 56e, celui du Togo ce 20 octobre 2022. Un acte hautement symbolique qui fait suite à l'adhésion du pays au Commonwealth des Nations le 25 juin dernier. Le Togo a l'honneur au Royaume-Uni, les choses se feront en grand. La cérémonie a une version symbolique très importante. Mais nous ne restons pas au symbole, nous allons au-delà du symbole, puisque lors de cette cérémonie, il va y avoir des sessions au cours desquelles nous allons pouvoir présenter notre pays dans sa dimension économique, dans sa dimension culturelle et dans sa dimension sociale. Ceci en vue de commencer dès le 20 à orienter nos actions de coopération vers les partenaires du Commonwealth qui seront sur place. On le sait, aujourd'hui, l'adhésion du Commonwealth pour notre pays est une opportunité très importante d'un point de vue diplomatique parce que cela nous permet de décloisonner complètement nos relations, mais d'un point de vue économique, puisque un nouveau marché de près de 2 milliards de consommateurs potentiels nous est ouvert. On a la possibilité aussi aujourd'hui de bénéficier d'un certain nombre d'avantages qui sont accordés entre membres du Commonwealth. Donc, vous le voyez, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir pour nous. Consécration de la démocratie participative et de la bonne gouvernance, résultante de la politique d'ouverture, de l'efficacité et du dynamisme de la diplomatie du président de la République, Faure Issozimna Gnassingbé. Le Togo étend davantage son champ d'amitié et de coopération, ainsi que son partenariat économique.
Et vous suivrez à la fin de ce journal un document sur l'adhésion du Togo au Commonwealth, le processus d'adhésion, les avantages donc pour le Togo. Et c'est dans un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, un entretien réalisé par Joseph Amégan. Le 24 janvier dernier, le Togo a été examiné dans le cadre du 3e cycle de l'examen périodique universel. Au total, 224 recommandations ont été adressées au pays, 182 recommandations ont été acceptées et 42 notées. Et depuis ce matin, la commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l'homme est réunie pour élaborer justement le document de mise en œuvre de toutes ces recommandations. Le compte rendu avec Eli Agba Nyadao. Les membres du comité interministériel ayant en charge la rédaction du rapport échangent avec l'UPR Info sur les techniques, les outils et bonnes pratiques sur l'instauration d'un système national fort de protection des droits humains. Nous allons en fait revoir qu'est-ce que c'est l'examen périodique universel, discuter de où en est le Togo dans le processus de l'examen universel. Donc c'est sur 182 recommandations en fait que la République togolaise doit définir quelles activités doivent être entreprises, quelle sera la responsabilité des différents ministères. Il s'agit pour la Commission de revisiter les différentes méthodologies à adopter afin de mener des évaluations précises et complètes. Tous les ministères ont désigné un point focal qui siège au sein de la CIR. C'est un organe technique d'appui au gouvernement en matière d'élaboration et de suivi des recommandations sur les droits de l'homme. Le Togo se projette maintenant sur le cycle suivant, c'est-à-dire le 4e cycle. Et en ce moment, il est question pour le Togo de se pencher maintenant sur la question de la mise en œuvre des recommandations. Et pour ce faire, le gouvernement a pris la décision d'élaborer un plan d'action. L'atelier donc aura pour objectif d'outiller les membres de la commission. À l'issue des travaux, une base de données des recommandations sera créée. La mise en place d'un cadre de consultation permanent avec les autres parties prenantes et la rédaction de rapports à mi-parcours. Et toujours au chapitre des droits de l'homme, cette formation des magistrats togolais sur la lutte contre la traite des personnes. Ils devront participer activement à la fin à cette lutte aux côtés des acteurs déjà impliqués dans le processus. Edwige Ataka-Passabi et Sandra Aziabi pour les précisions. 25 magistrats togolais entretenus sur la traite des personnes. Ils vont être dotés d'outils, de techniques et de connaissances pour la détection et l'identification des potentielles victimes. Aussi, la protection sociale des personnes victimes de traite reste-t-elle déterminante dans la chaîne de la prise en charge. La traite étant un phénomène vraiment grave, ce qui regarde la justice, c'est les poursuites et les répressions. Mais nous avons ici affaire à des magistrats qui viennent de prêter serment, qui n'ont pas encore reçu de formation sur la traite, car l'infraction traite est un peu compliquée, et qui demande une formation spéciale pour mieux connaître vraiment le concept de la traite, pouvoir distinguer la traite de d'autres phénomènes. À l'issue de cette remise à niveau, les magistrats vont pouvoir maîtriser le processus de poursuite des acteurs de la traite des personnes, mais aussi ils seront à même de connaître le cadre juridique des enquêtes et des investigations. Le projet est articulé autour de 4 composantes. La première composante est relative à la consolidation institutionnelle, opérationnelle et puis la réalisation des actions préventives. La composante 2 voudrait que les acteurs de la chaîne pénale soient renforcés en vue de l'application des lois relatives à la lutte contre la traite. Et la composante 3 est intitulée la protection des victimes. Donc il y a la composante 4 qui est articulée sur la coordination entre les différents États bénéficiaires. En 2019, juste avant la crise sanitaire, 225 enfants et 87 adultes ont été identifiés comme victimes de la traite au Togo. Les nouveaux outils mis à la disposition des magistrats vont contribuer à décourager davantage la pratique.
La Cour des comptes du Togo a entre autres mission de contrôler des dépenses engagées par les partis politiques lors des campagnes électorales pour donc permettre aux partis politiques togolais de mieux gérer les fonds publics mis à leur disposition. Les responsables des formations politiques sont en formation initiée par la Cour. Les précisions avec Carmen Madji Akako. Les partis politiques au Togo doivent rendre compte dans un rapport financier de l'utilisation des fonds publics dont ils bénéficient, notamment l'aide financière de l'État. C'est ce que dispose l'article 3 de la loi 2013-013 du 7 juin 2013. Mais apparemment, cette disposition est bien méconnue par la plupart des formations politiques légalement constituées. Pour la présidentielle de 2020, par exemple, sur 7 partis politiques ayant participé aux élections, seulement 4 ont déposé leur compte. La Cour des comptes du Togo les informe alors sur la nécessité de produire des états financiers. Nous nous sommes rendus compte, après avoir contrôlé les comptes des législatives 2013, qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Les comptes sont mal tenus. Beaucoup ne savent même pas qu'ils doivent déposer leur compte à la Cour. Pour les locales de 2019, un petit pourcentage a déposé ses comptes à la Cour. Nous attendons qu'ils améliorent leur gestion, qu'ils tiennent bonne comptabilité et qu'ils puissent déposer leurs comptes à la Cour dans les bonnes formes, parce que les sanctions sont prévues. Il est clair que les activités des partis politiques au Togo sont encadrées par des normes aux fins de la réduction de leurs comptes. Pour les responsables des partis politiques, cette formation est la bienvenue. Les gens ont la bonne volonté de rendre compte, mais ils ne connaissent pas la procédure. Donc il y a plusieurs partis ou plusieurs institutions qui ignorent cette procédure. Donc il est de bon ton que la Cour des comptes initie un tel atelier pour former les gens. Après les législatives de 2013, il y a des partis qui avaient produit des rapports. Et il y a des partis qui n'en avaient pas produit parce qu'ils n'ont pas la connaissance dans la matière. Je souhaite à ce que ça aille au bout pour que les partis aient ce que nous appelons le nécessaire pour arriver dans les jours, les années à venir à produire vraiment des rapports dignes de ce nom. Au total, 126 responsables de partis politiques et leurs collaborateurs seront formés à travers le pays. Demain, jeudi 20 octobre 2022, à 9h, se tient au siège de l'Assemblée nationale la 3e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Et c'est une information de la présidente de l'Assemblée nationale à l'endroit des honorables députés. Le ministère des enseignements primaires et secondaires veut une meilleure transmission des valeurs citoyennes et républicaines aux apprenants, et ceci par le respect des emblèmes comme le drapeau et l'hymne national. Et pour s'assurer de cela, des équipes des directions régionales de l'éducation étaient en visite de contrôle dans des établissements scolaires lors de la montée des couleurs. À Kara et à Dapan, les correspondances de Nestor Mouzo et Gérard Lagoudou. Selon le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, les visites effectuées dans les établissements scolaires ont permis de relever une complaisance dans la conduite des rassemblements pour la montée des couleurs et l'exécution de l'hymne national. Attitude désinvolte, comportement de discipline notoire sont des actes remarqués. Au regard de ces actes qui ne favorisent pas la transmission des valeurs républicaines, le département a pris une mesure pour contrôler ces rassemblements au Mans afin que ceux-ci constituent des moments forts qui contribuent à l'affermissement du sens du patriotisme des apprenants. Il s'agissait pour nous de chercher à voir si les instructions contenues dans la circulaire sont observées en ce qui concerne les rassemblements pour la montée des couleurs et l'exécution de l'hymne national, déceler les établissements scolaires dans lesquels il y a des défaillances dans la gestion de ces rassemblements-là et de prendre des mesures correctives. Nous voulons maintenant inviter les inspecteurs à en tenir compte pendant les sorties pédagogiques. Lorsque vous arrivez dans un établissement, il ne suffit pas d'attendre simplement le démarrage du cours pour aller en salle, mais tous ces aspects doivent être observés
Le drapeau et l'hymne donnent la plus forte et la plus claire déclaration d'identité nationale. Leur objectif ultime est de mettre en scène le pays par rapport au reste du monde en signifiant ses croyances et valeurs. Les valeurs inhérentes à ces symboles doivent être apprises et mises en pratique par les citoyens. 6h30 au Centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle de Dapao. La sirène retentit et les apprenants au mât. 6h45, montée des couleurs, puis exécution de l'hymne national. Pendant ce temps, nous, on reste immobilisés en regardant le drapeau. Après le mât, on rentre en classe, en rang, attendre le professeur. Même en dehors de l'école, quand on voit qu'on est en train de chanter l'hymne, on s'arrête, qu'on finisse l'hymne avant qu'on ne quitte là-bas. 7h00, nous sommes au préscolaire et primaire de Bodiopal. Ici également, rassemblement, montée des couleurs nationales, puis le premier couplet de l'hymne national est exécuté par les élèves du CM2. Son Excellence nous a instruits pour que nous puissions redonner valeur à ce rassemblement et surtout à la montée des couleurs et au chant qui est l'hymne national. Le constat de ce matin, c'est satisfaisant, mais vous allez constater que quand on monte les couleurs, nous avons vu que des enfants avaient encore les bras croisés, ce qui n'est pas correct. Le corps enseignant est également appelé à poursuivre cette campagne de sensibilisation pour plus de discipline en milieu scolaire et d'apprentissage. Apprentissage encore avec l'IFAD, Institut de formation en alternance pour le développement de l'aquaculture de Elavagnon, qui organise pour la toute première fois et dans l'histoire du Togo le bac professionnel aquaculture. Ce diplôme permettra aux lauréats de démarrer cette activité sur le terrain. Sylvain Abdou pour des précisions. Inauguré il y a 3 ans par le chef de l'État, l'IFAD, Institut de formation en alternance pour le développement aquaculture d'Elavagnon, à l'heure de l'ouverture de cette école de formation, enregistré 120 apprenants qui constituent la première promotion. 115 sont aujourd'hui en fin de cycle. Les 115 sont soumis à un examen, le bac professionnel aquaculture, le tout premier au Togo dans le secteur aquacole. Un bac officiellement lancé ici à l'IFAD qui va consister pour une première phase à la présentation des projets défendus devant un jury. Mon projet est intitulé « Production et commercialisation des poissons marchands » dans la préfecture de Sotouba, tout précisément à Adingré. Mes poissons seront les tilapias du Nil, Oreochromis niloticus. Mon cycle serait à 6 mois. J'aurai à produire des poissons de 350 grammes à la fin de chaque cycle et dont je vais commercialiser 6 tonnes de poissons, dont 12 tonnes de poissons par an. Après cette étape, suivra la phase écrite. Juste après la présentation des projets devant un jury, les apprenants vont maintenant passer à l'écrit. Donc, il y a des matières pour lesquelles ces apprenants retourneront en salle de classe et ils vont passer à la partie écrite de ce bac-là. Ce bac professionnel revêt une particularité. Le bac professionnel est un bac outil, est un bac tout fait, est un bac du faire-faire. Un bac qui donne aux porteurs du diplôme les compétences pour pouvoir produire, les compétences pour pouvoir s'installer, les compétences pour pouvoir créer de l'emploi en créant soi-même de l'emploi et pour lui-même et pour les autres. À la fin de leur parcours, ils peuvent s'installer soit individuellement, mais aussi en coopérative. Les apprenants vont faire des présentations individuelles, mais après, ils vont s'organiser en groupement pour avoir la force et présenter des projets beaucoup plus structurants, beaucoup plus importants. Et je tiens à remercier le ministère chargé de la pêche pour avoir déjà octroyé quelques cages à certains des apprenants qui se sont regroupés en coopérative, donc qui ont même déjà commencé par produire des poissons sur le lac de Nangbeto. L'ouverture de cet institut est une volonté manifeste du chef de l'État pour mieux relever le défi sur le terrain et réduire le déficit en poissons au Togo.
Et on l'a donc compris, c'est une première au Togo et à événement particulier, disposition tout autant particulière. Et on revient sur cette question. Quelle est d'ailleurs la particularité du bac professionnel aquaculture? Comment se déroule-t-il? Les explications avec Silver Abdou. Importante pour ces apprenants de la première promotion à l'Institut de formation en alternance pour le développement de l'aquaculture. Une formation diplômante sanctionnée aujourd'hui d'un bac professionnel aquaculture tenu après plusieurs années d'organisation. Le bac professionnel, c'est la première fois au Togo qu'on organise ce type de bac professionnel en réalité. Et il a fallu, après la conception des cours pour les apprenants, il a fallu également concevoir l'organisation même de ce bac. Nous nous sommes pris depuis 1 an à peu près pour vraiment organiser et voir tous les aspects de ce bac professionnel. Ce bac professionnel a 3 étapes selon les premiers responsables de cet institut. Le bac professionnel dans les IFAD a 3 étapes. Au cours de la formation, de la seconde à la terminale, il y a certaines matières pour lesquelles nous faisons ce que nous appelons les contrôles au cours de la formation, c'est-à-dire les CCF. Pour ces CCF, ces matières, certaines notes ou les évaluations que nous faisons pour les apprenants vont compter dans la note finale du bac. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est que les apprenants ont l'obligation de présenter un projet professionnel. Donc, à la fin des 3 ans, les apprenants passeront devant un jury pour présenter leur projet professionnel. Et donc, le jury va évaluer ce projet et cette évaluation va rentrer également dans les notes du bac professionnel. La dernière partie, c'est l'écrit. L'organisation du bac professionnel a été conçue pour permettre à la première promotion d'entamer cet examen. Les tractations se poursuivent pour faire en sorte que cet examen s'organise à la même période que le bac général et technique. Peut-être l'année prochaine, nous pourrons organiser ce bac à peu près dans les mêmes périodes que l'organisation du bac sur le territoire national. Donc l'année 2022 a été la toute première année et ça a nécessité une conception avec même l'office du bac, nous-mêmes, les ministères de l'enseignement, les ministères de l'éducation. Donc tout ça a fait que pour pouvoir asseoir ce principe ou cette façon d'organiser le bac, ça a pris un peu de temps. Mais Dieu merci, tout est mis en place aujourd'hui pour que ce bac soit organisé et la partie présentation des projets et la partie écrite soit réalisée. L'Office du baccalauréat promet la certification de ce bac professionnel. Cet office qui organise et régularise le bac au Togo a, selon son directeur, rassuré qu'il n'y a sans nul doute que ce diplôme soit certifié. Et en attendant donc ces futurs bacheliers aquaculteurs dans le secteur de la pêche, déjà, on s'organise pour plus de productivité. La Fédération nationale des unions coopératives de la pêche du Togo forme justement ses membres en entrepreneuriat, en management et sur le genre. Les précisions avec Sandra Agbouche, Marie-Reine Abeta et la voix de Sandra Aziagbe. Personnes travaillent dans la pêche en Afrique d'après la FAO. La plupart sont des pêcheurs artisanaux. Les membres de la Fédération nationale des unions de coopératives de pêche du Togo en font partie. Une trentaine parmi eux remettent à niveau leurs connaissances en vue d'être plus productifs. La formation est centrée sur le renforcement organisationnel d'un côté et l'entrepreneuriat. Et on pense que cette formation puisse vraiment aider, qui va se tenir dans 2 sessions, une session ici et l'autre dans le nord du pays, puisse vraiment aider la FENACOPETO à planifier
ces activités pour mieux contribuer d'un côté à la mise en œuvre du plan d'action sur l'agriculture familiale. La formation vise à permettre aux acteurs de la pêche artisanale à contribuer plus efficacement à la sécurité alimentaire. Les participants repartiront bien aguerris par rapport à la vie coopérative, entrepreneuriale et managériale. Nous allons les former sur l'organisation et sur l'entrepreneuriat. Donc, comment gérer leur organisation, également comment gérer leur activité en tant qu'entrepreneur. L'attente de tout formateur, c'est que les participants puissent mettre en application les acquis de la formation afin que leurs activités puissent être boostées et ensemble profiter aussi au pays, puisque n'oublions pas que le secteur de la pêche, c'est elle qui nourrit en grande majorité la population en protéines animales. Pour être entrepreneur, on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour le devenir. Il faut avoir au moins les notions de base. Aujourd'hui, ces notions nous permettront de savoir que nous sommes entrepreneurs et que nous devons travailler en tant qu'entrepreneurs. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, quels sont les outils? Comment on doit se comporter? Les coopératives, comment ça doit se gérer? Qui doit être responsable? Qui va être ceci? Voilà, donc c'est tout un panoplie de trucs que nous allons apprendre qui vont nous servir dans nos coopératives. La formation est organisée dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale, une initiative de l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 2017 dans l'optique de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Hors du Togo au Nigeria, le bilan des dernières inondations est sans précédent. 33 des 36 États du pays, 36 États sont touchés par ces intempéries. 1,5 million de personnes déplacées, plus de 600 pertes en vies humaines et des dizaines d'hectares dégradés. Et vous allez le voir, les populations sont désemparées. La lassitude et la colère des Nigérians après les inondations dévastatrices et meurtrières qui ont frappé le pays. Les autorités s'efforcent d'acheminer des secours dans les zones touchées, mais l'aide ne suffit pas et le constat dressé par les populations est amer. De nombreux États n'étaient clairement pas préparés à des pluies d'une telle ampleur. L'inondation a tout emporté, tout. Nos usines, nos entreprises. Nous vivons comme des animaux, on dirait des poissons dans l'eau. La plupart de nos maisons se sont écroulées en peu de temps, particulièrement les maisons faites de boue. Si vous allez à la rencontre de nos communautés, elles vous diront que l'eau a parfois dépassé les toits. Au total, 33 des 36 États que compte le Nigeria ont été impactés par les inondations. Près d'1,5 million de personnes ont été déplacées, plus de 600 ont trouvé la mort. Au moins 340 000 hectares de terre ont été partiellement ou totalement détruits. Retour en page nationale avec ce communiqué conjoint. Le ministre de la Sécurité et son collègue des Transports routiers portent à la connaissance du public qu'il leur a été donné de constater que certains véhicules de transport de marchandises se livrent à des chargements hors gabarit, occasionnant des accidents sur la voie publique. Ces véhicules dont les essieux sont illégalement modifiés ont des difficultés à manœuvrer sur les routes, surtout en ville, et basculent au moindre déséquilibre sur d'autres engins ou encore sur des édifices, occasionnant ainsi des dégâts matériels, des blessés, voire des pertes en vies humaines. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires portent à la connaissance des transporteurs et conducteurs de ces chargements hors normes, dangereux et menaçant la sécurité des personnes et des biens, que ces chargements hors normes, dangereux et menaçant la sécurité des personnes et des biens sont rigoureusement interdits. En outre, les instructions fermes sont données aux agents en charge de la sécurité routière pour accentuer les contrôles à cet effet et réprimer sévèrement les contrevenants conformément aux dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires invitent tous les usagers de la voie publique au respect scrupuleux du code de la route afin de rendre nos routes plus sûres et sécurisées. On signait donc le ministre des Transports routiers, Afo Acha Deji, et pour le ministre de la Sécurité, le général de brigade Damham
Yark. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Et je vous rappelle qu'en fin de journal, donc, vous suivrez l'entretien réalisé avec le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, donc, concernant l'adhésion du Togo au Commonwealth. Et demain, 20 octobre 2022, donc, au secrétariat général du Commonwealth à Londres, en Angleterre, aura lieu la cérémonie du flag raising ou le lever du drapeau togolais. Le drapeau togolais, donc, qui flottera à partir de demain aux côtés de ceux des 55 autres pays membres du Commonwealth. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Des Nigérians après les inondations dévastatrices et meurtrières.